Tosaba Congolais, Tosaba Congolais, Tosaba Congolais, Tosaba Lamboka, Totika Busoba na YouTube, Tosaba. Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui par la suite est également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il avait prédit. Bonjour à tous et bienvenue sur Politiconzo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous notre ami, homme politique et politologue, M. Giresse Nyembo Soumaïli. C'est avec lui que nous allons commenter ce qu'a été à la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Avant de débuter, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur s'abonner, puis de commenter l'émission en 2 secondes dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à la liker, cela nous aidera à comprendre l'algorithme de notre chaîne et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Monsieur Giresse Nyembo, bonjour. Cher Paul, je te dis bonjour et merci encore une fois pour l'invitation. Permettez-moi de commencer par évoquer ces tueries et ce massacre de la population à l'est du pays. Il y a quelques semaines, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo a exprimé son indignation face à l'assassinat commis par la coalition RDF-AFC M23 et a coûté la vie à 17 personnes dans le territoire de Walungu. Ma question: la réponse des militaires n'est-elle pas adéquate face à cette agression menée par les troupes rebelles soutenues par le Rwanda et des divers groupes armés opérant dans notre pays? D'entrée des jeux, je m'en vais directement répondre aux questions qui m'ont été adressées. Et la première est relative au massacre des 17 civils à Munzinzi et la réaction militaire FARDC face aux troupes rebelles M23 FC RDF. Bref, chers amis, écoutez, ici, il ne s'agit plus d'une simple agression. C'est plutôt un acte de guerre planifié qui se fait récurrent d'ailleurs et structuré et tout de même toléré par un silence diplomatique mondial tous azimuts, parce que la conspiration contre le Congo ne puisse en siger. Il suffit de lire le rapport mapping pour en savoir assez là-dessus. Mais non, le massacre de Munzinzi, pour moi, je pense, ce n'est ni un accident d'abord de parcours, ni une bavure isolée, mais bien l'expression d'une stratégie systématique des terreurs mise en œuvre par les forces rebelles, avec la bénédiction, bien sûr, de la logistique du régime rwandais de Paul Kagame, mais aussi de l'Ouganda de Yoweri Museveni, qui... dans le débat, on a tendance à l'oublier parce qu'ils sont en Congo à double casquette avec la bénédiction de Kinshasa. Enfin bref. Face à cela, la réaction militaire congolaise, bien que courageuse par endroits, reste tout de même insuffisante, aussi dispersée et souvent désarticulée du commandement politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un grand débat sur la hiérarchie de l'armée et la capacité de nos troupes à être dissuasive. Mais ça reste encore un débat. Je n'aimerais pas trop aller là-dedans. Je vais continuer poursuivre l'idéal de ton questionnaire. Enfin bref, ce n'est pas de la bravoure de nos troupes qui est en cause ici, mais bien l'absence d'un leadership stratégique clair, offensif, souverain et désinhibé à Kinshasa. Il est temps, je pense, de sortir du schéma défensif, de communiquer d'indignation stérile, pour adopter une doctrine de défense préventive, souveraine et offensive. Dans le strict respect du droit à l'autodéfense, parce que c'est que vrai, il nous faut une armée dissuasive, et je pense le temps de slogan est peut-être révolu, je dirais pas peut-être, il est révolu, il faut se remettre au boulot et construire une armée. Ce n'est pas le Rwanda qui est fort, ça je peux le dire, l'affirmer en haute voix, c'est plutôt la RDC qui s'est rendue volontairement molle, il faut le dire comme ça. Nous sommes devenus faibles parce que nous le voulons. Or, en réalité, les Rwandais, peu importe ce que les Rwandais peuvent devenir, le Rwanda ne sera jamais fort, puisque un Congo qui s'éveille grand à sa taille, avec une armée dissuasive de par sa population, nous sommes des milliers et de millions d'ailleurs, je peux dire, j'allais dire d'ailleurs,
Et je ne vois pas un pays avec 2 millions, un pays si grand comme le Congo, rester 30 ans après à faire lécher que les Rwandais est fort lourd et les Rwandais nous attaquent. Moi, je pense nous avons choisi à demeurer faibles et nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Dans l'une de tes publications sur Facebook, tu décris la nomination de M. Alain Atundu comme un chevrechutisme élevé au rang d'art de l'État. Pourquoi? Écoutez, cher ami, cette nomination d'André Atundu n'est pas une erreur. C'est une signature politique. Ça, il faut le dire. C'est un recyclage méthodique d'un vestige d'un système dépassé dont la loyauté va moins à la République qu'à l'équilibre des clans et à la neutralisation de voix critiques. Nul n'ignore le parcours de notre cher papa André Atundu, qui a servi le maréchal, passé par le Kabila et aujourd'hui par le président Félix Tshisekedi. Ta question, tu voulais savoir pourquoi j'ai usé du mot chevrechoutiste ou chevrechoutiste quand je parlais d'André Atundu. Ben, moi je pense chevrechoutiste déjà, en lisant de ces termes, c'est la survie politique, quelqu'un qui veut rester, qui veut exister à tout prix et à n'importe quel moyen. Et c'est là d'ailleurs l'art de nommer non pas pour servir, mais pour contenir. Atundu n'incarne pas le renouveau sécuritaire. Il faut qu'on se le dise, chers frères. Il incarne la permanence des deals de couloir, des calculs des stabilités au détriment de la compétence. Nous savons ce qu'Atundu a fait à la SNEL. Nous savons ce qu'Atundu a fait partout où il est passé comme gestionnaire. Mais la bonne question, c'est de savoir, dans un moment où la RDC aurait dû injecter du sang neuf, visionnaire et implacable au cœur de son architecture sécuritaire. Vraiment, c'est André Atundu du sang neuf en ce moment. Allez-y comprendre pourquoi j'ai usé de ces mots chevrechutisme. Donc, Monsieur Atundu veut exister à tout prix et à n'importe quel moyen. Il s'est prêt même à insulter et à vilipender, voire à diffamer son ancien maître, comme il a fait avec Mobutu, aujourd'hui il le fait avec les Kabila. Et demain peut-être, qui sait, il le fera avec Tshisekedi aussi. En somme, cette nomination pour moi est un message clair. Les systèmes se protègent et la nation attendra. Voilà le message. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, est en déplacement dans le nord et dans le sud Kivu depuis quelques semaines. Ces provinces sous contrôle de la rébellion M23 AFC. Quelle est la raison pour laquelle sa présence au nord et au sud Kivu suscite tant de réactions et d'indignation? Écoute, cher frère, il faut analyser la situation de l'ancien président Joseph Kabila, sénateur à vie, qui malheureusement, il n'est plus sénateur à vie, même ancien président, parce que sans ces immunités, je ne pense pas que j'ai le droit encore de les nommer comme tels. On va dire ceci, écoute, cher ami, la polémique autour de la visite de Joseph Kabila à Bukavu, à Goma, ou soit sa présence dans le Kivu, révèle non pas la gravité de son déplacement, mais plutôt la crispation d'un pouvoir qui cultive la peur de la contradiction et la répression de toute voix dissidente ou soit alternative, d'opposition, si on peut l'appeler comme ça. Il est clair que nous assistons en ce moment à une certaine rwandalisation rampante du débat national. Il suffit de dire les choses autrement, de penser autrement. Vous êtes rwandais, et voilà. Ou toute pensée, d'ailleurs, dissidente, est systématiquement indexée comme ennemi de la République, où l'opposant est réduit au silence et où l'unité de la nation est subordonnée à une pensée inique téléguidée depuis Kinshasa. Mais, cher ami, que l'on soit clair sur cette question, Goma et Bukavu, bien qu'assaillis par la rébellion M23 RDF. Mais mon ami, ça reste de villes congolaises jusqu'en ce moment. À moins qu'un nouveau découpage territorial nous ait échappé. Elles font encore partie
de notre territoire national, donc du Grand Congo. Le fait d'y mettre le pied ne saurait constituer une trahison, sauf à vouloir redéfinir la loyauté du Congo selon les critères kafkaïens. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il faudrait rappeler que plusieurs figures nationales et internationales y ont séjourné récemment. Le prélat catholique de l'ECC de la Senko y était, envoyé après concertation avec le président en exercice, Félix Antoine Tshisekedi. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, y était récemment. Des leaders communautaires, des membres de la diaspora congolaise, dont j'en ai vu beaucoup font de va-et-vient sur Goma. Mais de toutes ces personnes, bien que ce ne soient pas des anciens chefs d'État, ce sont des Congolais, mais personne ne les a accusés d'intelligence avec l'ennemi. À ces rythmes, ira-t-on demain accuser les habitants de Bunagana, occupés depuis plus de 3 ans aujourd'hui, si on peut le dire, des hautes raisons pour y être restés et y vivre? Ce sont des questions qu'il faudrait se poser. Mais non. Pourquoi ces 2 poids et 2 mesures? C'est que moi je trouve d'ailleurs inacceptable. Quand Joseph Kabila, je dis bien, ou soit quant à Joseph Kabila, s'il faut sortir de l'hypocrisie politique, cela fait 7 ans qu'il est volontairement retiré de la scène politique. Ça fait 7 ans depuis que le président Tshisekedi a accédé au pouvoir. Et je pense que s'il faudrait analyser les choses froidement, il faut le dire, dans toute honnêteté politique aussi, pour faire les choses correctement, M. Kabila, il a observé une réserve qui bien d'autres n'auraient jamais toléré à sa place. Aujourd'hui, en plus, qu'il prenne la parole, qu'il foule à nouveau le sol congolais, qu'il s'exprime sur l'avenir du Congo, dans un moment de crise existentielle d'ailleurs, est un droit et non un crime. C'est ça ce qu'il faut dire. Et c'est ça la réalité. D'autant plus que, juridiquement, ces immunités étant levées, il ne bénéficie plus, donc un statut particulier, il faut le dire, ni sénateur à vie, ni ancien président. Donc du coup, il n'est pas protégé. C'est un citoyen lambda qui se trouve à Goma et qui agit à sa manière, parce qu'il faudrait suivre aussi son discours du 23 mai, où il a largement exprimé son désir de faire barrière à la tyrannie et à la dictature. Et il a promis de jouer sa partition. Déjà, il faut voir des choses comme ça. Mais là, dès lors, il nous revient, nous, de le considérer pour ce qu'il est, désormais. Est-ce un ancien chef d'État? Je pose la question. Est-ce un ancien rebelle devenu général? Est-ce un citoyen congolais ordinaire qui revendique son droit à la parole et à la patrie telle que le veut la constitution congolaise? C'est cette question qu'il faut se poser, cher ami. Plus loin, je pense, il suffit de relire attentivement son discours du 23 mai, comme je viens de le dire tout précédemment, pour y lire non pas les temps de revanche ou de duplicité, mais bien l'émergence d'un homme politique qui, après avoir payé le prix du silence, reprend langue avec la nation, à sa manière et dans son style. Il est temps d'arrêter de juger de Congolais avec la carte. La vraie question n'est pas pourquoi Kabila est allé à Bukavu, à Goma, mais pourquoi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'y mettent jamais le pied, sans blinder étrangers. C'est des questions qui méritent de réponse, mon ami Paul. Parlons un peu des sports. Au moment où la Linafoot fait face à des défis financiers importants, l'insécurité et l'insalubrité dans nos stades, la République démocratique du Congo a signé des contrats avec des clubs européens via le ministère du Sport et du Tourisme afin de promouvoir le tourisme et le football dans notre pays. Est-ce le moment adéquat pour le faire? Les contrats RDCS Monaco, 5 millions de dollars américains, et pourquoi pas la Linafoot? Parce qu'elle est en crise. Bon, nous l'avons déploré encore, cette question, mon ami. Mais attends, ce contrat n'est pas un investissement, s'il faut dire les choses clairement.
C'est une indécence. C'est une indécence. Une hostilité d'ailleurs contre nos clubs. Car il est difficilement défendable qu'un État confronté à une crise multiforme, sécuritaire, humanitaire, économique, se permet de jouer au mécène dans un club européen, pendant que la Linafoot agonise, les jeunes talents fuient et que nos stades sont à l'abandon ou en ruine. Nos politiques jouent au poker avec l'argent du trésor public, mon ami Paul. C'est ça la réalité. Il faut nommer les choses correctement. La priorité devrait être claire, je pense. Réhabiliter les infrastructures nationales, financer la formation, ou soit des formations locales, structurer notre écosystème sportif pour qu'il soit viable quand même. Voilà mon idée là-dessus. Et je pense que ces contrats révèlent l'obsession de la vitrine au détriment de la fondation, au détriment de l'amour du Congolais, car l'amour de le fait au mépris de la réalité des clubs locaux. C'est ça la réalité de choses. Et il faudrait d'ailleurs signaler qu'on ne bâtit pas la fierté nationale par procuration. Ce n'est pas à Monaco de porter notre sport. C'est à nous de doter de moyens de notre indépendance sportive et de la valorisation de notre jeunesse. Par Darinkle, Motema Pembe, Vita, Mazembe, Sangabalende, Kabasha, Virunga, Bankin, Asbantu, Beni Sport. Et j'apprends ça. Il y a beaucoup des équipes en RDC que j'aime bien, mais qui on attend plus parler. Dragon, enfin bref. La priorité, c'est de financer ce qui est local et les ramener sur le projecteur mondial et non pas faire l'inverse, au fait. Le milliardaire républicain M. Donald Trump, président des États-Unis, a affirmé avoir mis fin à la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces discours est-il une manipulation politique sans fondement ou une tentative maladroite de minimiser l'ampleur actuelle du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo? Quelle est votre réaction? Ces sujets, je pense, nous l'avions abordé avec toi dans ton space précédent. Je vais me permettre d'y revenir parce que déjà, moi, je dois rappeler que je suis pour un dialogue qui traite le facteur endogène avant d'aller traiter le facteur exogène. Et je pense que ce qui se passe aux États-Unis, c'est un deal de minerais et non pas un accord de paix. Voilà, ça c'est mon point de vue. Il suffit de lire la suite. Malgré la signature du 27 juin 2025, le M23 est là et ça semble avancer sur terrain. Et il y a même de velléités historiques dans le Rwanda nourrissé qui continue d'ailleurs à s'aimer cette terreur dans l'Est parce qu'aujourd'hui, on est le 3 juillet. C'était hier, dans le média qu'on lisait que Kagame rêve toujours d'annexer l'Est du Congo, malgré qu'il y a eu cette signature. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première. Les signatures d'accords de paix avec le Rwanda, il y en a eu plusieurs. Mais non, cher ami, lorsque Donald Trump affirme avoir mis fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda, nous ne sommes pas seulement dans ce que moi je peux appeler de la récupération politique. Nous sommes dans une distorsion géostratégique maquillée en triomphe diplomatique. D'abord, déjà, que le président américain parle de machette rwandaise en RDC, parce que pour lui, les Rwandais attaquent les Congolais avec des machettes, prouve à lui seul son ignorance crasse de la réalité militaire sur le terrain. Ce ne sont pas des machettes qui pilonnent les civils à Rutshuru, il faut le préciser, encore Mabunagana à Goma. Ce sont des drones, ce sont des mortiers, des canons modernes de l'armée rwandaise. Ce ne sont pas des coupes-coupes qui frappent les positions de nos troupes FARDC. Ce sont des escadrons professionnels, bien entraînés, bien équipés. Parler de machettes,
c'est infantiliser un conflit complexe, mécanisé et structuré, dont je pense, et je vais dire pas le président américain est loin de cette réalité. Mais au fond, il faut qu'on...